On croit souvent que la force, c'est ce qu'on impose. Eux ont appris que la vraie force, c'est ce qu'on maintient. Dans les montagnes du Daghestan, les enfants luttent avant de savoir courir. Ils tombent sur la terre gelée, se relèvent, recommencent. Le froid leur apprend la patience, la douleur leur apprend la mesure. Ici, la lutte n'est pas un sport, c'est une éducation. Chaque prise, chaque appui, chaque respiration devient un rappel. Résister, tenir, recommencer. Des générations entières ont grandi ainsi. Leurs corps savent se plier sans se briser. Leur esprit savent attendre. Alors quand ils entrent dans la cage, rien n'est nouveau. Le grillage n'est qu'une montagne de plus à gravir. Rabib en a montré la forme brute, le contrôle absolu. Islam et Oumar ont affiné la mécanique. Plus de calcul, moins d'instinct. Une pression constante, presque impersonnelle. Leur lutte, c'est une science du corps. Une manière de réduire le chaos à une suite d'équilibre. Pas de violence inutile, pas de gestes perdus. Juste une logique qui t'épuise, t'enferme et finit par t'effacer. Parce qu'au Daghestan, dominer n'est pas une question d'ego, c'est une question d'ordre. Petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées, du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 3,99 €. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Avant d'être une méthode de combat, la lutte daghestanaise est une culture. Elle est née dans un territoire où la survie a longtemps dépendu du corps. Des montagnes, des villages isolés, un climat rude. Ici, rien ne vient facilement. Pendant des siècles, le Daghestan a été un carrefour d'invasion et de résistance. Les empires y passaient, les habitants résistaient. De génération en génération, une idée s'est enracinée. Il faut être prêt. Prêt à se battre, prêt à tenir. Cette mentalité ne s'est pas transmise par les mots, mais par les gestes. La lutte est presque devenue une éducation nationale. Chaque garçon apprend à tomber sans peur, à pousser, à résister. Dans les écoles, dans les cours, sur la terre battue. Ici, être fort est une obligation. Mais ce n'est pas une force brutale, c'est une force disciplinée, forgée par la répétition. Les Daghestanais ont grandi dans un environnement où la douleur n'est pas une exception. Elle fait partie du processus. Et puis, il y a la religion. Dans cette région, à majorité musulmane, la foi structure la vie quotidienne. Ce qui signifie pas de distraction, pas de dérive. Les combattants grandissent avec des règles claires, travail, respect, contrôle de soi. Cette rigueur morale se reflète dans leur lutte. Ils ne laissent aucune place à l'improvisation et à l'ego. Là où d'autres aiment le chaos, eux veulent le contrôle. Ils ont appris à obéir avant d'apprendre à créer. Et c'est ce qui rend leur style si difficile à briser. Il est bâti sur une mentalité collective, pas sur un individu. Au Daghestan, lutter n'est pas un choix, c'est un héritage. Et pourtant, quand la lutte daghestanaise est entrée dans le monde du MMA, elle n'a pas changé de nature. Elle a juste trouvé un nouveau terrain. Au départ, les combattants du Daghestan ne cherchaient pas à devenir des stars. Ils cherchaient à prouver l'efficacité de ce qu'ils savaient faire depuis l'enfance. Et ce qu'ils savaient faire, c'était contrôler. Dans les années 2000, les premiers Daghestanais qui montent dans une cage arrivent avec une idée simple. La lutte est un langage universel. Peu importe le style d'en face, celui qui impose le contact impose la logique du combat. Mais la cage, c'est un environnement différent. Elle ne pardonne pas, elle enferme. Et très vite, ils comprennent qu'elle est une alliée. Là où d'autres la voient comme une barrière, eux y voient un outil. La cage devient un mur de contrôle. Un plan incliné sur lequel on écrase. Rabib Nurmagomedov a été le premier à en faire un système complet. Il ne cherchait pas à te plaquer au centre. Une fois collé, tu n'as plus d'appui, plus d'air. Tu ne luttes plus contre un homme, tu luttes contre la structure elle-même. Rabib n'était pas un simple lutteur, c'était un ingénieur du combat. Chaque position menait à une autre, chaque réaction de l'adversaire était prévue, absorbée, punie. Et surtout, il a compris quelque chose que peu de gens avaient vu avant lui. Le wall walk, cette technique que les Américains utilisent pour se relever contre la cage, ne sert à rien contre un lutteur qui en fait une arme. Quand tu t'appuies sur la cage pour te redresser, tu offres ton dos, tu donnes la position qu'il attend, et il te ramène au sol, encore. C'est le cercle parfait du contrôle. Tu luttes pour te lever, il utilise ta lutte pour t'étouffer. Le système daguestanais est né de cette compréhension-là. Un grappling pensé pour l'espace restreint. Une pression continue qui transforme chaque tentative de défense en ouverture. Avec le temps, ce style est devenu une science du détail. Les jambes s'enroulent, les hanches verrouillent, le poids se déplace lentement. Ce n'est plus seulement de la lutte, c'est un art de la domination géométrique. La lutte daghestanaise commence par le corps, pas par la technique. La règle numéro 1, imposer une pression constante. Pas des coups puissants, une densité. Tu poses ton poids, tu l'ajustes, tu le déplaces. La victime croit pouvoir respirer, elle se trompe. Les leviers sont simples, les hanches commandent, les jambes verrouillent, les abdominaux stabilisent. Les bras servent à guider, pas à porter. C'est la chaîne, chaque segment renforce le précédent. On ne force pas, on oriente. Image concrète, imagine une porte entrouverte. Si tu bloques la charnière, la porte ne peut ni s'ouvrir, ni se fermer. Ici, la cuisse devient charnière. L'adversaire perd l'option de se redresser. Cette perte d'option, c'est la victoire lente. Le leg ride et le triangle ride illustrent cela. Tu enfermes les jambes, tu neutralises le bassin, le corps adverse ne trouve plus son point d'appui. Il tente de repousser, il découpe son visage, un point y passe. Une fenêtre s'ouvre, la tête n'est pas accessoire. Un autre principe, l'économie d'énergie.
Ils dépensent peu, ils font dépenser plus à l'autre. La lutte devient un vol d'énergie. Tu résistes, tu t'épuises, lui garde sa réserve. Enfin, la répétition. Ces schémas ne sont pas improvisés. Quand l'adversaire bouge, la réponse arrive sans réflexion. Ça s'appelle la lucidité physique. En gros, le contrôle daguestanais ne cherche pas la beauté, ni le spectacle, il cherche l'efficacité. Faire basculer le combat vers la cage est un point essentiel car c'est là que le système daguestanais commence à respirer. Leur objectif n'est pas la projection spectaculaire, c'est la progression méthodique. Chaque pas rapproche de la clôture. Leurs entrées ne sont pas des fulgurances, elles sont patiemment construites avec un jab, une feinte, une main qui effleure la hanche. Et soudain, un low single, un double, une saisie du corps, peu importe. Ce n'est pas la technique qui compte, c'est la continuité. Un daguestanais ne rate pas une entrée, il la recycle. Tu repousses une tentative, il s'accroche à ta jambe. Tu tires ta jambe, il monte au corps. Tu casses la prise, il en crée une autre. C'est ce qu'on appelle le chain wrestling. Regardez par exemple. Contre Michael Johnson, Khabib shoot le takedown, bien défendu par Johnson, grâce à ses underhooks. Mais derrière, Khabib vient directement coller et enchaîne en balayant à la jambe de Johnson et valide finalement le takedown. Au final, chaque défense t'enfonce un peu plus dans le mur. Et une fois que ton dos touche la cage, tout change. Le sol devient secondaire, ton poids se retourne contre toi. Les Dagestanais ont compris avant tout le monde que la cage est un allié, car elle transforme le combat en mécanique. Khabib l'a systématisé, il avançait sans cesse, pas pour toucher, mais pour enfermer. Le contact, puis la pression, puis la chute, toujours dans le même ordre. C'était mathématique. Face à lui, le wall walk est devenu une illusion. Cette technique, si efficace contre la plupart des lutteurs, se retourne contre toi. Parce que pour te relever, tu dois poser une main sur un appui, mais c'est exactement ce qu'il attend. Il te laisse croire que tu remontes, puis t'enlèves ton appui, puis t'écrases à nouveau contre le grillage ou au sol. Et recommence encore, encore et encore, jusqu'à ce que tu sois brisé. Contre eux, la cage n'est pas une solution, car c'est la continuité de leur jeu. Le Dagestanais ne cherche pas la lutte, il cherche le point où ton corps cesse d'avoir des solutions. Et ce point, il le trouve presque toujours. Le contrôle au sol n'est pas une pause, c'est une action continue. Une jambe qui s'enroule, une hanche qui s'écrase, un genou qui verrouille le bassin. La peau frotte contre le tapis, le souffle se fait court, le rythme cardiaque change. Tout ça suffit pour que le corps adverse perde sa logique. Le mat retourne, c'est la marque. Tu crois t'échapper, tu veux te relever, tu pousses, il accompagne ta tentative comme on guide une vague. Tu remontes, tu retombes, tu essayes encore, encore. Chaque chute use la volonté plus vite que les muscles. La répétition transforme l'espoir en fatigue. Le domido contre la cage, c'est la position où la domination devient simple. Un bras libre pour frapper, un angle pour étrangler. La cage empêche la rotation qui sauve. La tête est coincée, tu sens la rigidité du grillage sous la joue. Et les variations sont subtiles. Tout d'abord, le leg mount. C'est une position de contrôle qui vise à verrouiller le bas du corps. Au lieu d'être assis sur le torse comme dans une montée classique, le lutteur descend légèrement ses hanches pour enrouler ses jambes autour des cuisses de l'adversaire. Résultat, les jambes du combattant du dessous sont piégées, incapables de créer l'espace ou de pousser. Le triangle ride. Ici, le lutteur croise ses jambes en triangle autour des cuisses ou des mollets de l'adversaire. Souvent lorsqu'ils sont proches de la cage. C'est une forme plus serrée du leg mount. Ces deux jambes forment une boucle, un nœud qui mobilise totalement le bassin de l'autre. Ce verrouillage est redoutable, car il neutralise toute tentative de se relever, il libère les deux mains pour frapper ou chercher une soumission, et il permet de contrôler la direction du mouvement, même si l'adversaire tente de rouler. Enfin, le crossed leg. C'est la version la plus minimaliste, mais parfois la plus vicieuse. Le lutteur croise simplement une de ses jambes au-dessus d'une jambe adverse, pas les deux. Cela semble anodin, mais ce croisement empêche complètement le retour de la garde et coupe l'équilibre. En gros, on ne cherche pas la finition immédiate. On accumule, on oblige, on attend la petite ouverture. Un bras qui se détend, une mâchoire qui s'abaisse, un œil qui cligne trop lentement. Alors la frappe part, alors la prise se referme. Khabib l'a montré sans décor, ce n'est pas de la violence gratuite, c'est de la stratégie. Chaque position est une étape, chaque étape mène à la suivante. Si tu ne retrouves pas d'espace, tu perds. Et eux savent toujours où l'espace finit. Dans le système dagestanais, les frappes ne servent pas à faire mal, elles servent à maintenir le contrôle. Chaque coup a une fonction. Frapper, c'est d'abord une manière de guider la réaction de l'autre. Quand tu es en dessous, ton corps veut se défendre. Et c'est là que tout se joue. Le dagestanais frappe pour t'obliger à bouger. Et dès que tu bouges, il t'enferme un peu plus. Les coups ne sont jamais grands. Il ne gaspille pas d'énergie, des hammer fists, des coups de cours, des impacts mesurés. Pas de gestes inutiles. Khabib le disait souvent. Je frappe pour ouvrir la position. Pas pour impressionner, pas pour chercher le chaos. Chaque coup sert à créer une réaction. Si tu lèves les bras pour te protéger, il glisse en montée. Si tu tends le bras, il t'enroule. Si tu te tournes, il prend ton dos. Chaque défense est déjà prévue. Mais ce qu'il y a de plus impressionnant, ce n'est pas la force. C'est la lucidité. Il ne frappe pas dans la colère, il frappe dans la logique. Frapper pour contrôler, contrôler pour frapper. C'est une boucle parfaite. Islam Makhachev a raffiné cette idée. Chez lui, les coups viennent moins souvent, mais toujours au bon moment. Une feinte d'étranglement, un coup de bref, un ajustement de hanche. Chaque mouvement a une conséquence. C'est pour ça qu'on dit que la lutte dagestanaise n'est pas spectaculaire. Mais quand tu la regardes de près, tu comprends que la vraie violence, c'est celle qui ne laisse aucune échappatoire.
Le système daguestanais n'a pas changé d'âme, mais il a évolué. À l'époque de Khabib, tout reposait sur la pression. Khabib ne cherchait pas la beauté du geste, il cherchait la fin du combat. Une fois qu'il t'avait attrapé, il n'y avait plus de round, plus de plan, plus d'air. Juste un rouleau qui avance. Un contrôle total, fait de force, de gravité et de discipline. Puis est arrivée la génération suivante. Islam, Umar, Ousmane. Même base, même racine, mais un autre langage. Leur lutte ne se contente plus de dominer, elle s'adapte. Ils mélangent les chaînes de grappling avec des frappes plus précises. Ils ouvrent des angles, changent de rythme, transforment chaque position en transition. Islam, par exemple, ne cherche pas la soumission à tout prix. Il cherche l'efficacité maximale. Peu de gestes, peu d'efforts, beaucoup de rendement. Là où Khabib imposait sa volonté, Islam utilise la tienne contre toi. Et Umar, lui, est le symbole de cette nouvelle ère. Il combine les réflexes d'un striker à la base d'un lutteur. Ce n'est plus seulement une lutte d'écrasement, c'est une lutte vivante, capable de se réinventer au milieu du chaos. Ce qui unit toutes ces versions, c'est la même philosophie. Le contrôle du corps, le contrôle du temps, le contrôle du mental. Mais les moyens ont évolué. Les appuis sont plus légers, les transitions plus rapides, la lecture plus fine. Ils ont compris que dominer, ce n'est pas toujours forcer. Parfois, c'est laisser l'autre se battre contre sa propre erreur. Le Daghestan d'aujourd'hui n'est pas celui de Khabib, mais son empreinte reste partout. Chaque génération a ajouté une couche, et si la première génération faisait plier le corps, la nouvelle, elle, fait plier les systèmes. Face à eux, la plupart des combattants perdent avant même le premier contact. Par réflexe, ils reculent et leur dos finit sur la cage. Exactement là où les Daguestanais veulent que tout se termine. Le vrai combat commence avant la chute. Ne pas offrir la cage. C'est la première règle, parce qu'une fois enfermé, tout ton corps devient une arme contre toi-même. Tu ne luttes plus, tu subis. La seule solution, c'est de ramener la lutte au centre. Loin du grillage, le sol redevient vivant. C'est là que le jiu-jitsu retrouve sa place. Le secret, c'est la structure. Underhook, half guard pour reprendre le dessus. K-guard ou shin shield pour protéger la tête et créer du cadre. Des jambes actives, pas défensives. Des positions qui respirent, qui laissent une sortie possible. Mais tout ça n'a de la valeur qu'à une condition, le calme. La panique, c'est la mort. Les explosions pour se relever, les wall-walk à l'aveugle, c'est ce qu'ils attendent. Chaque mouvement précipité leur donne un point d'appui. Le bon camp de préparation, c'est celui qui t'apprend à survivre seul. Pas à frapper plus fort, mais à tenir sous pression. Il n'y a pas de technique magique. La meilleure défense contre la lutte daghestanaise, c'est de refuser la pièce où elle fonctionne. Si le système daguestanais semble indestructible, c'est parce qu'il ne repose pas que sur la technique. Il s'appuie sur un écosystème complet. Un pays tout entier transformé en salle d'entraînement. Là-bas, les montagnes ne sont pas un décor. Monter, redescendre, encore, chaque jour, l'altitude forge des poumons différents. Le manque d'oxygène devient une habitude. Alors quand ces lutteurs descendent au niveau de la mer, leur corps tourne à plein régime, comme des moteurs habitués à la résistance. Mais la biologie n'explique pas tout. Il y a le pipeline, la chaîne humaine. Des milliers d'enfants entrent dans les clubs de lutte avant même d'avoir 10 ans. Certains arrêtent, d'autres montent. Mais la base est si large que le sommet ne manque jamais de relève. Chaque génération s'entraîne avec la suivante. Les anciens enseignent, les jeunes absorbent. Et quand l'un devient champion, il revient, il transmet. Tout ça a été construit sur des décennies. Sous l'Union soviétique, la lutte était une fierté nationale, une manière d'exister face au monde. Les investissements ont laissé derrière eux des salles, des coachs, une méthode. Des hommes comme Abdulmadap Nurmagomedov ont pris ce savoir et l'ont transformé en philosophie. Discipline, rigueur, transmission. Alors non, ce n'est pas un miracle. C'est une usine à combattants. Chaque facteur renforce l'autre et le résultat, c'est une domination qui ne dépend plus d'un seul homme. Khabib a ouvert la voie, mais derrière lui, la montagne continue de produire. En conclusion, la lutte daghestanaise ce n'est pas un style. C'est un système complet. Un mélange de culture, de biomécanique et de mentalité. Un art né de la survie, affiné par la science, transmis comme une foi. Khabib en a été la démonstration parfaite. Le système à l'état pur. Islam Makhachev, lui, l'a optimisé. Moins brut, plus fluide, plus complet debout. Et la nouvelle génération, Umar, Ousmane, hybride déjà le grappling moderne avec leur héritage ancestral. Pendant ce temps, le reste du monde s'adapte. Les camps d'entraînement se transforment. On parle de scramble conditioning, on simule la pression des cages, on intègre la K-guard, les frames, les demi-angles. Mais malgré tous les progrès, la montagne garde une avance. Parce que ce qu'ils ont bâti là-bas ne s'enseigne pas sur tapis. C'est une mentalité, un environnement, une enfance entière tournée vers la lutte. La domination daghestanaise n'est pas une anomalie, c'est une conséquence logique. Et tant que le sol restera leur langage, le monde devra apprendre à traduire ou à plier. Ils n'ont pas inventé la lutte, ils l'ont transformée en machine à contrôler. Et tant que le tapis continue de tourner, la montagne, elle, ne s'éteindra pas. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.